Je donne maintenant la parole à son Excellence Madame Maria Gabriela Sommerfeld-Rosero, ministre des Affaires étrangères et de la mobilité humaine de l'Équateur. Señora Presidenta. Madame la Présidente, alors que 80 ans ont passé depuis l'adoption de la Charte des Nations Unies, c'est pour mon pays un honneur de nous engager de nouveau en faveur de cette organisation, en tant qu'État fondateur. L'organisation qui est née comme espoir de paix après les ruines de la Deuxième Guerre mondiale est devenue le projet le plus ambitieux en matière de coopération internationale de toute l'histoire, un ensemble de normes, d'institutions, de principes, de buts, de valeurs universelles visant à protéger la dignité humaine, à prévenir la violence et à permettre le développement. Voilà 8 décennies, les États ont décidé de choisir la voie de la coopération plutôt que de la discorde, de la paix plutôt que de la guerre. Ma présence ici me donne la possibilité de répéter devant la communauté internationale que l'Équateur continuera d'accorder la priorité à la collaboration entre États. Ce n'est en effet qu'en travaillant de concert que nous pourrons faire advenir un avenir de paix, de sécurité et de prospérité pour nos peuples. À cette fin, la politique étrangère de l'Équateur appuie le multilatéralisme. C'est le modèle qui rend possible la coopération internationale pour relever les défis mondiaux et atteindre nos objectifs communs. Madame la Présidente, le multilatéralisme doit faire peau neuve pour réagir aux demandes actuelles des peuples et confronter les nouvelles menaces. L'Équateur affirme que le concept de paix et de sécurité internationale doit être amplifié et englober également la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Ce phénomène sape la gouvernance, alimente la corruption, perpétue la violence, mine les perspectives de progrès. De fait, ses conséquences sont similaires à celles des conflits armés traditionnels, tant sur le plan économique que politique et social. Nous ne parlons pas ici de gangs locaux, mais de réseaux, de chaînes logistiques internationales qui exportent des milliers de tonnes de drogue, exploitent les activités minières illégales, se livrent au trafic d'armes, de personnes et même d'organes humains. Face à l'émergence de nombreux actes de violence et de narcoterrorisme, le gouvernement de l'Équateur a reconnu en janvier 2024 qu'il était face à un conflit armé non international et il a désigné plusieurs de ces groupes comme groupes terroristes. Nous avons déployé des efforts colossaux et des ressources impressionnantes pour préserver la sécurité et faire passer en premier nos citoyens. Et nous continuons de le faire en lançant des programmes visant la prévention de la violence juvénile, y compris le recrutement et l'utilisation d'enfants et d'adolescents. Parallèlement, nous lançons des politiques publiques pour attirer les investissements et créer de l'emploi afin de garantir une sécurité durable. Et je voudrais ici insister sur le fait que l'Équateur, contre sa volonté, simplement en raison de sa proximité vis-à-vis des principaux producteurs de cocaïne au monde, se trouve en première ligne dans ce combat contre la criminalité transnationale organisée. C'est une guerre existentielle que nous livrons contre le narcoterrorisme. Nous avons enregistré des victoires dans cette lutte contre la criminalité transnationale organisée et le narcoterrorisme. En 2024, nous avons saisi 295 tonnes de drogues illicites. Nous avons décidé aussi de nous tourner vers des pays amis pour bénéficier de leur appui dans différents domaines dans cette confrontation. Par exemple avec des opérations militaires conjointes potentielles dans le plein respect du cadre constitutionnel. Le gouvernement équatorien a lancé un débat national et démocratique sur le sujet des bases militaires étrangères à travers une consultation populaire qui devrait avoir lieu en novembre de cette année.
Ce que nous voulons, c'est proposer des points stratégiques qui pourront servir à contrôler et surveiller les activités criminelles, et ce, au bénéfice de la paix et de la sécurité internationale. Cette consultation populaire s'accompagnera d'un appel à convoquer une assemblée constitutive, dont l'objectif sera de nous doter d'une nouvelle Carta Magna pour contribuer à venir à bout du narcoterrorisme et nous permettre d'avancer inexorablement vers la paix et la prospérité sociale. Madame la Présidente, à l'échelle régionale, nous avons lancé la création d'un plan d'action efficace, la riposte stratégique et opportune de la communauté andine au phénomène du trafic illicite de drogue et de la criminalité transnationale organisée. Au niveau multilatéral, nous avons mené à bien plusieurs initiatives. Nous avons présidé notamment la communauté d'Amérique latine sur la sécurité et le renseignement qui a promu la mise à jour des plans d'action opérationnels de l'organisation du Sommet d'Amérique latine de la sécurité, en consolidant des partenariats stratégiques avec l'Union européenne et Améripol. La criminalité transnationale organisée et le narcoterrorisme sont des fléaux mondiaux qui se jouent des frontières. Face à ces défis, aucun pays ne saurait agir seul. Il est donc crucial d'agir la main dans la main, de passer des accords de coopération avec des pays comme des organismes internationaux. Ça doit passer notamment par une assistance financière et une assistance technologique. Madame la Présidente, au fil de ces 8 décennies d'existence, l'Organisation des Nations Unies a montré que la paix pérenne ne peut être construite que sur des bases solides: la sécurité, le développement et les droits humains. Ces 3 piliers, qui sont interdépendants et indivisibles, représentent les fondements de l'ordre international et du multilatéralisme, qui exhibe aujourd'hui des failles de taille qui compromettent sa stabilité. De fait, le multilatéralisme aujourd'hui est remis en question et on peut le comprendre car il ne nous a pas permis de faire face aux conflits et de relever les défis contemporains avec efficacité. Mon pays appelle à mettre en place un multilatéralisme plus innovant, inclusif et représentatif, tenant compte des réalités des différents pays, notamment des pays en développement. Un multilatéralisme à même de promouvoir l'égalité entre femmes et hommes et qui fasse place, enfin, aux jeunes dans les espaces de prise de décision. Il est indispensable de consolider le respect des principes fondamentaux du droit international, inscrits dans la Charte des Nations Unies, qui est le socle de cette organisation. Pour garantir la robustesse de la Charte, nous devons en respecter la lettre comme l'esprit. Si nous tournons le dos à la Charte, alors nous reviendrons en arrière à une époque où la seule source de droit était la force. Nous devons donc la réformer et la mettre à jour pour qu'elle nous permette de relever les défis d'aujourd'hui au niveau international, précisément pour consolider les principes qui y sont inscrits. En un mot commençant, cette institution est appelée à accompagner l'évolution de l'être humain et de la planète, en tenant compte des changements technologiques et des nouveaux phénomènes qui se dessinent. Madame la Présidente, la mobilité humaine représente l'un des défis les plus complexes de notre époque. Mon pays est un pays d'origine, de transit, de destination et de refuge des migrants. Et nous disons de nouveau notre engagement en faveur de migrations sûres, ordonnées et régulières. Nous sommes convaincus que la bonne gestion des migrations contribue au développement durable. L'Équateur condamne avec la dernière énergie une mobilité humaine qui serait irrégulière, non sûre, désordonnée. Ces migrations-là, en fait, servent les intérêts de groupes de criminels organisés, parfois transnationaux. Les technologies émergentes, et notamment l'intelligence artificielle, nous donnent des occasions nouvelles à saisir pour nourrir le progrès humain, mais s'accompagnent aussi de risques de taille pour la sécurité, l'équité et les droits humains.
Aux yeux de l'Équateur, il est indispensable de progresser vers une gouvernance multilatérale et éthique de ces nouveaux outils pour garantir un accès inclusif aux nouvelles technologies, éviter que se creusent de nouveaux fossés numériques et garantir l'utilisation de ces nouveaux outils en faveur du bien commun. Les changements climatiques et la perte de biodiversité menacent notre stabilité et notre développement. L'Équateur est un pays à la biodiversité remarquable et à ce titre, nous demandons davantage de financement pour l'action environnementale, des transferts de technologies et un appui international pour la préservation d'écosystèmes qui sont uniques, comme l'Amazonie, les îles Galapagos, qui sont des trésors pour toute l'humanité. Le financement du développement est un autre des grands défis de notre époque. L'architecture financière internationale doit pouvoir répondre aux besoins des pays en développement, notamment des pays qui sont classés comme aux revenus intermédiaires élevés. Utiliser exclusivement le PIB par tête comme critère n'est pas une façon de refléter de façon fidèle la réalité que nous vivons. Cela ne correspond pas aux vulnérabilités que nous connaissons. Il nous faut des indicateurs plus complets, tenant compte de la pauvreté multidimensionnelle, des inégalités structurelles et de la résilience climatique, pour que l'accès aux ressources dans des conditions préférentielles et l'accès à la coopération internationale ne soient pas biaisés injustement. Nous sommes favorables à l'utilisation d'instruments financiers durables comme les obligations vertes ou thématiques et nous voulons promouvoir la création de nouveaux modes de financement. Madame la Présidente, chers jeunes de l'Équateur et du monde entier, je suis fière de représenter un peuple jeune. La population de l'Équateur se chiffre à plus de 18 millions d'habitants et les jeunes représentent environ 40% de cette population. Le gouvernement équatorien et le président Daniel Noboa travaillent à donner à tous ces jeunes de nouvelles perspectives d'avenir. L'heure des jeunes a sonné. Si nous leur donnons la possibilité d'exploiter leur potentiel, nous pourrons améliorer la vie de l'ensemble de nos citoyens. Les effets d'une telle action sont positifs. On enclencherait un cercle vertueux. Pour nous, les jeunes représentent la priorité des priorités. Et les jeunes considèrent que ce nouvel Équateur est un pays d'opportunités, de progrès. Un pays fermement engagé en faveur de la lutte contre la corruption et de l'impunité, décidé à abandonner la vieille façon de faire la politique, les luttes idéologiques sans importance qui perpétuent un statu quo non durable, qui ne favorise qu'une poignée d'individus. Le nouvel Équateur, lui, avance vers la stabilité, animé d'un sens des responsabilités, animé d'ambition aussi, pour réaliser une transformation productive, sociale, institutionnelle vers un nouveau chapitre dans son modèle de développement. Il veut notamment diversifier son bouquet énergétique et diversifier sa matrice productive. La scène internationale sur le plan économique est de plus en plus complexe, caractérisée par la volatilité sur les marchés, les tensions géopolitiques, les incertitudes dans les chaînes d'approvisionnement et des changements technologiques très rapides. Cette situation exige de nous que nous sachions nous adapter de façon souple, sans attendre. Nous voulons faire naître un environnement économique compétitif, donner des perspectives d'avenir aux entreprises et proposer des conditions attrayantes aux investisseurs étrangers. Plusieurs facteurs sont favorables aux investissements et aux affaires dans notre pays. Tout d'abord, nos ressources naturelles très vastes, notre emplacement stratégique dans l'Amérique du Sud, la stabilité de notre économie, avec comme monnaie nationale le dollar des États-Unis, et notre condition de pays méga divers au patrimoine culturel riche. L'indicateur de risque associé à notre pays continue de diminuer. Hier, il en était à 701 points à la fermeture des marchés. C'est le niveau le plus bas depuis des années. Notre économie a enregistré une croissance de 3,9% pendant le premier semestre 2025. On prévoit que la croissance se chiffrera autour de 5% pour le second semestre. Comme sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'économie, nous enregistrons une amélioration de la situation malgré les difficultés que nous connaissons. En date de juillet 2025,
nous avions enregistré une hausse de 38,6% de l'emploi digne. En d'autres termes, aujourd'hui, 282 000 équatoriennes et équatoriens de plus ont un emploi digne par rapport à la même période en 2024. C'est un changement de 3,7% si l'on compare à juillet 2024. Ces réussites sont liées aussi aux lois présentées par le président et son gouvernement à l'Assemblée nationale. Des textes de loi qui visent à protéger la paix, la transparence, à permettre la lutte contre le terrorisme et la criminalité, ainsi qu'à créer de l'emploi et permettre la stabilité économique, sans oublier la création de programmes sociaux et de perspectives de développement. Madame la Présidente, le 80e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies est un tournant. Nous vivons une occasion historique. Et je vous invite à cette occasion à forger un projet d'avenir innovant, comparable à celui de 1945, pour renouveler et consolider cette institution en la fondant sur un modèle éthique de démocratie, en l'adaptant aux réalités contemporaines. Les phénomènes internationaux auxquels nous nous heurtons, comme la criminalité transnationale organisée, le trafic de stupéfiants, les migrations et les changements climatiques, exigent davantage de multilatéralisme, davantage de coopération, davantage d'initiatives collectives. L'Équateur dit de nouveau sa détermination à défendre la paix et la sécurité, les droits humains et le développement. Merci beaucoup. Je remercie la ministre des Affaires étrangères et de la Mobilité humaine de l'Équateur.